La configuration actuelle laisse transparaître deux classes sociales, le riche et le pauvre. Cependant, je dis encore, le gouvernement, depuis plusieurs décennies, se bat pour l'émergence de la classe moyenne en créant des conditions idéales pour l'entrepreneuriat prospère. Cependant, c'est vrai, le seul problème, c'est tout simplement l'épargne intérieure rend difficile le financement des projets. On parlera aujourd'hui de la problématique de l'entrepreneuriat congolais. Nous allons comprendre cela avec un expert, un jeune entrepreneur au nom de monsieur Joël Kanyonyo. Nous vous disons merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission Parlons économie. Merci et bienvenue à vous. Comment allez-vous, monsieur Joël Kanyonyo? Bonjour madame, je vais très bien et vous-même? Très très bien, merci beaucoup. C'est vrai, les gens s'étonnent, ils se disent mais c'est quoi le problème? C'est vrai, nous tous nous voulons investir, mais c'est quoi encore l'entrepreneuriat? Rapidement pour que le téléspectateur comprenne. Merci beaucoup madame, déjà que vous m'avez encore rappelé sur votre plateau aujourd'hui, c'est un grand honneur pour que nous puissions parler de l'entrepreneuriat. Au fait, quand on parle de l'entrepreneuriat, il faudra d'abord parler du concept de l'entreprise. Okay. Pourquoi nous créons les entreprises? Les gens doivent comprendre. Parce que quand on dit entrepreneuriat, et puis après on va dire non, on ne finance pas l'entrepreneuriat au Congo, il faudrait comprendre déjà que dans l'entrepreneuriat, il y a l'entreprise. L'entrepreneur, c'est un créateur d'entreprise. Pourquoi nous créons l'entreprise? Pourquoi c'est ça? Je crée une entreprise parce que j'ai des gens qui vont payer. Donc j'ai un client qui va payer soit mon service, soit mon produit. Ça veut dire, je ne peux pas créer une entreprise, si je n'ai pas un client qui va payer mon service ou qui va payer mon produit. Imaginez-vous, je crée une briqueterie par exemple, j'ai une entreprise de briqueterie, je fabrique le brique. C'est-à-dire, si je n'ai pas de gens qui vont acheter, c'est-à-dire que mon entreprise est appelée à fermer. Donc si je crée une briqueterie, donc je dois avoir des gens qui achètent mes briques, n'est-ce pas? Et quand les gens achètent mes briques, ça veut dire qu'ils construisent des maisons et ça crée une chaîne de valeur derrière tout cela. Donc s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas la demande. S'il n'y a pas la demande, voilà, il n'y a pas d'entreprise. Donc il n'y a pas d'entrepreneur. Voilà. C'est la demande qui crée et qui donne naissance à une entreprise. Absolument. Lorsque vous observez l'environnement, que les gens demandent un bien, un service, ça peut vous donner une opportunité de créer une entreprise, de devenir entrepreneur. Quelles sont les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans le secteur ou dans le domaine d'entrepreneuriat? La République démocratique du Congo offre beaucoup d'opportunités qui sont, dont la liste ne sera pas exhaustive, hein, donc je ne saurais pas dire toutes les opportunités que la RDC offre. Mais par exemple, aujourd'hui, nous avons un pays qui a, selon les estimations, plus de 100 millions de personnes. Qui dit 100 millions de personnes veut dire 100 millions de consommateurs. Donc il faudra, si vous voulez déjà créer votre entreprise, vous devez cibler, n'est-ce pas, vos consommateurs ou vos clients, vos potentiels clients, auprès de qui vous allez proposer vos services. Ça veut dire, dans ces 100 millions de personnes, il y a différentes classes, il y a différentes catégories ou différents revenus de consommateurs ou des clients. Vous allez voir comment adapter vos produits selon la catégorie auprès de laquelle vous allez fournir soit votre service, soit votre produit. Donc déjà, la population de la République démocratique du Congo représente une grosse opportunité. Dont plus de 53% sont des jeunes. Parfois, d'ailleurs, on va déjà, voilà, justement, 60% sont des jeunes. Voilà, donc c'est déjà une grosse opportunité que la République démocratique du Congo a. De l'autre côté, je vais parler par exemple du secteur agricole, dont la RDC regorge un très grand potentiel au niveau agricole. Nous avons des terres arables. Plus de 80 millions d'hectares. Des terres arables. Voilà. À côté de cela, nous avons deux bonnes saisons. Donc nous avons la saison pluvieuse et la saison sèche. Et avec cette alternance des saisons, ça offre vraiment une bonne opportunité de développer une agriculture qui pourra, n'est-ce pas, quand elle est bien fournie, d'abord couvrir le besoin alimentaire local, mais également être exporté. Nous avons beaucoup de produits d'exportation. Ce pays, en son temps, exportait beaucoup de produits, notamment l'huile de palme, notamment le VIA, notamment le cacao, le café, le riz. Il y avait beaucoup de produits, les haricots, que nous exportions. C'est-à-dire que quand nous exportions, cela voudrait dire que le marché intérieur était suffisamment nourri. Mais il y a plus de la demande intérieure était satisfaite. Aujourd'hui, il n'y a plus
beaucoup de plantations. Les gens ne sont plus vraiment encore enclins à l'agriculture. Et aussi, il y a un problème des routes et des desserts agricoles. Évidemment, là, je parle déjà des défis, hein, ça se mélange parce que ça va un peu côte à côte, défis, opportunités. Et donc, vous comprenez qu'il y a... Mais il y a aussi un autre secteur clé, là on voit le secteur de mines, où aujourd'hui il y a les jeunes qui émergent. Quels sont les secteurs de mines, les opportunités? Le secteur de mines, c'est un secteur très intéressant. D'ailleurs, le code minier... C'est attractif. Le code minier actuel offre beaucoup d'opportunités pour l'exploitation minière artisanale à la petite échelle, où les nationaux peuvent bénéficier justement des avantages, mais il y a encore beaucoup de défis à relever dans ce secteur-là. Mais il y a aussi un autre secteur important. Lequel? C'est le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, sans énergie, on ne peut pas parler d'industrie. Si nous voulons accroître les revenus, n'est-ce pas, pour les entreprises, nous devons transformer le matière première. Lorsque nous transformons le matière première, nous créons une valeur ajoutée aux produits qui sont, permettez-moi la tautologie, la redondance, qui sont produits, n'est-ce pas, dans ce pays. Par exemple, je prends l'exemple de l'huile de palme. Lorsque vous plantez et que vous voulez commercialiser l'huile de palme, il y a beaucoup de produits dérivés derrière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une industrie cosmétique, par exemple, vous voyez que vous allez juste utiliser une infime partie du potentiel de ce produit, c'est-à-dire nous allons l'utiliser pour manger seulement. Mais alors que l'huile de palme, on peut l'utiliser dans le cosmétique, on peut l'utiliser dans la pharmacopée. Il y a beaucoup d'usages de l'huile palmiste. Or, pour utiliser l'huile de palme dans le cosmétique, vous avez besoin de l'industrie. Qui dit industrie, dit électricité. Donc s'il n'y a pas d'électricité, aujourd'hui notre pays est déficitaire déjà dans ce secteur. C'est-à-dire nous ne produisons pas assez d'énergie pour développer notre industrie. Le peu d'énergie qui est produite ici est consommée par les grandes industries minières qui sont au Katanga. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de délestage aujourd'hui. Bon, c'est un secteur assez complexe. On en parlera peut-être prochainement. Mais nous devons penser à investir aussi dans le secteur de l'énergie. Les entrepreneurs, qu'ils comprennent qu'il y a des demandeurs dans ce secteur-là. Donc ils réfléchissent à pouvoir s'orienter aussi dans ce secteur-là. Il y a des demandeurs. Les demandeurs, ce sont les industries. Les demandeurs, ce sont les nouvelles industries qui sont appelées à être produites. Aujourd'hui, il y a les zones économiques spéciales. On a créé même toute une agence, les zones économiques spéciales. C'est pas seulement à Maluku, à Kinshasa, il y en a à Sélé, il y en a partout dans le pays. Vraiment au Katanga, dans le Kivu, voilà, Maniema, dans la Chopo, partout à l'Équateur, c'est des zones économiques spéciales. Mais pour que ces zones économiques spéciales fonctionnent, il faudrait que nous puissions avoir de l'énergie. Parce qu'il faut de l'industrie. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi vous envoyez les jeunes ou encore les entrepreneurs vers le secteur d'énergie, le secteur agricole. Vous le savez bien que le secteur minier, peut-être certains disent que ça rapporte plus. Non, mais sans l'énergie, sans l'énergie, le secteur minier ne va pas fonctionner. Sans l'énergie, le secteur minier ne va pas fonctionner. Est-ce qu'il est facile d'investir en République démocratique du Congo? Oui, c'est vrai qu'il n'est pas facile. Parce qu'au fait, l'écosystème économique a beaucoup de soucis qu'il faudra corriger. Évidemment, il y a des efforts qui sont fournis à travers toutes les instances, les institutions du pays pour essayer d'améliorer le climat des affaires. Hein? Et puis, l'État a besoin de beaucoup d'argent, mais à côté, il a aussi beaucoup de défis qu'il doit relever. Et du coup, ça crée ces déséquilibres-là qui ne facilitent pas trop une éclosion d'un bon écosystème entrepreneurial en RDC, mais bon, il y a des efforts qui sont fournis. Lesquels pouvez citer quelques efforts qui sont déjà fournis par l'État congolais en ce sens? Bon, je parle par exemple du Code des investissements. C'est déjà des efforts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facilités que l'État octroie pour ceux qui veulent investir en RDC. Ce n'est pas seulement pour ceux qui doivent amener des capitaux de l'extérieur. Même les entreprises locales peuvent aussi bénéficier du Code des investissements. Donc, si vous lisez les codes des investissements, vous allez voir toutes les opportunités, toutes les facilités que l'État met à notre disposition. Nous avons le Code minier, n'est-ce pas? Le Code minier qui consacre l'exploitation minière artisanale aux seuls nationaux. Vous comprenez un peu? Pas aux étrangers. Non, l'exploitation non plus aux résidents. L'exploitation minière artisanale est presque une exclusivité de Congolais. C'est justement pour aider à créer la classe moyenne. Mais malheureusement, les nationaux n'ont pas suffisamment de moyens. Ils sont obligés d'être utilisés comme prête-noms de forces étrangères. C'est quoi prête-noms là? Prête-noms. Nous aimerons comprendre. Je vous donne un exemple parce que je suis un peu dans ce secteur. Allez-y. Je suis dans le secteur de l'artisanat. Je donne un exemple.
je m'appelle Joël. Pour exercer dans l'artisanat minier, je peux être soit négociant minier, soit faisant partie d'une coopérative minière. Vous comprenez? Alors, maintenant, je crée ma coopérative. J'ai dit, je veux évoluer dans le secteur du cuivre, de l'artisanat minier dans le cuivre. J'arrive, où est-ce que le cuivre est exploité à grande échelle dans notre pays? C'est la zone Katanga Sud. Donc vous situez le lieu. Voilà, je prends Haut Katanga, les provinces du Haut Katanga et du Lualaba. Bon, c'est vraiment là où l'activité minière du cuivre est vraiment intense. Ok, alors, pour que l'artisanat minier se fasse, vous devez avoir des zones d'exploitation artisanale qu'on appelle ZEA. Vous comprenez? Alors, vous arrivez, d'abord il y a un problème. C'est quoi le problème? Nous aimerons connaître. Justement, le problème d'abord, au niveau, il y a un problème des ZEA. Les exploitants miniers artisanaux n'ont pas de ZEA viables. Qui dit ZEA viable, c'est-à-dire, c'est une zone d'exploitation artisanale où l'on a déjà effectué des explorations et on a identifié un potentiel de produits à exploiter. Vous comprenez? On peut vous dire, voilà, cette zone est une ZEA, mais on n'a jamais fait des études. Non, ils estiment. Ils estiment. Or, pour faire les études, ça coûte beaucoup d'argent. Des millions. C'est des millions de dollars, si vous voulez. On peut estimer à combien? Oh, mais c'est énorme. Pour faire de bonnes études, il faudra un minimum d'1 million, 5 millions de dollars. Wow. C'est ça l'intervalle. C'est l'intervalle. Déjà, les artisanaux n'en ont pas. N'est-ce pas? Les nationaux, les artisanaux n'ont pas ces moyens-là. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils envahissent les permis d'exploitation des grandes sociétés. Ils se disent, bon voilà, telle société a déjà fait des explorations et dans sa zone, il y a déjà de valeurs prouvées, n'est-ce pas? Du potentiel prouvé. Voilà, accepté à tous. Voilà. Alors ils se disent, bon voilà, déjà là-bas, on sait qu'il y a du cuivre et du cobalt, alors tous les artisanaux, ils s'investissent là-bas et ça crée des conflits. Vous comprenez? D'autre part, ils n'ont pas d'argent. Pour qu'ils exploitent, ils ont besoin de l'argent. Qui ont l'argent? Aujourd'hui, dans notre pays, ce sont les négociants chinois. Dans les multinationales. Voilà. Pas nécessairement des multinationales. Évidemment, il y a des multinationales qui financent aussi des négociants étrangers, notamment des négociants chinois, des négociants indiens, des négociants libanais. C'est eux qui font la loi. C'est-à-dire que si vous voulez travailler dans l'artisanat minier, vous devez avoir un partenaire chinois qui est derrière vous. Au fait, vous travaillez pour son argent. Voilà, c'est comme un parrain. Voilà, un parrain, et vous, vous êtes devant. Vous, Congolais, vous êtes devant. On sait que dans les services, on voit que c'est un Congolais qui vient pour cette zone-là. Mais derrière, c'est l'argent chinois, c'est l'argent libanais, c'est l'argent indien qui fonctionne. Donc c'est ça un peu la grande difficulté où le gouvernement, évidemment, doit réfléchir pour créer un fonds. Évidemment, il y a le fonds minier qui existe, mais ce fonds-là doit être bien réfléchi pour être orienté réellement pour relever. Parce que lorsqu'on vous suit religieusement, on comprend réellement que l'État a fourni beaucoup d'efforts. Déjà en prenant comme décision que les nationaux peuvent exploiter de façon artisanale. Mais ça ne suffit pas, ça demande mais beaucoup de capitaux. Mais pourquoi vous ne réunissez pas? Mais justement, il y a des coopératives, justement. J'ai parlé de coopératives. Pour avoir assez de fonds. Pour avoir assez de fonds, mais nous n'aurons pas assez de fonds comme... Même en confiance, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, déjà, je vous explique, madame. Allez-y. Parce qu'on parle d'artisanat minier. Lorsque j'exploite le brut du cuivre, je dois aller revendre ça dans une unité de traitement et de transformation. Cette unité de traitement et de transformation est chinoise ou indienne. Ok? Donc c'est eux qui vous fixent le prix selon eux, parce que c'est eux qui vous donnent encore le capital pour aller exploiter, pour ramener le produit qu'eux-mêmes vont acheter. Vous comprenez la difficulté que nous avons dans ce pays. Donc c'est comme un cycle. C'est un cycle infernal, donc c'est un cercle vicieux où si le gouvernement n'intervient pas avec de capitaux, ce sera compliqué. Donc pour bien réguler ces secteurs, il faut une intervention du gouvernement au stade actuel. Si le gouvernement intervient et dit, bah, écoutez, nous avons, on identifie, parce qu'on a fait plusieurs recensements des coopératives et tout ça, ils ont une base de données qui est assez fournie. Si on va dans cette base de données, on va voir des coopératives qui sont viables, qui sont tenues par des Congolais. On va mettre du capital, on se dit, il y a eu plusieurs projets, le gouvernement disait qu'il va aller financer les explorations pour détecter de bonnes zones d'exploitation artisanale. Si le gouvernement mettait de l'argent pour viabiliser les zones d'exploitation artisanale, n'est-ce pas? Ça veut dire que les nationaux auront leur propre zone et ils pourront aussi fixer les règles. Et cela va faire en sorte que, puisqu'il y a beaucoup de capitaux qui circulent dans le secteur, ça va relever rapidement une classe moyenne qui sera en mesure de pouvoir s'associer à un niveau plus élevé
pour que nous puissions aussi avoir des unités de traitement de transformation congolaises. Parce que pour créer une entité de traitement, c'est des centaines de millions de dollars. Donc même en coopération, c'est compliqué, l'État doit intervenir. En tout cas, nous avons... Au-delà de cette décision, c'est un cri d'alarme que nous lançons. Si le gouvernement peut regarder autrement ces secteurs, ça va rapidement aider. Le président de la République veut créer des millionnaires congolais, c'est aussi un secteur. S'il met un peu de moyens, il peut facilement relever de millionnaires congolais. C'est le pourquoi de cette émission. Faire voir aux Congolais, il y a déjà des choses qui se font. Ouais. Il y a des améliorations, comme vous l'avez dit, déjà là, prendre cette décision qui est si difficile que le Congolais doivent exploiter de façon artisanale dans le secteur minier. C'est une grande décision. C'est déjà une grande décision que le code minier consacre. Voilà. Et je vous signale. C'est dans le code minier. Je vous signale aujourd'hui, je donne un exemple simple. Dans le secteur du cobalt, le premier producteur mondial du cobalt, c'est la République démocratique du Congo. Là, je parle de l'exploitation industrielle. Voilà. Le deuxième producteur mondial du cobalt, c'est l'artisanat minier congolais. On peut connaître les noms, c'est pas une discrétion. Non, j'ai dit ceci. Le premier producteur mondial du cobalt, c'est le Congo. C'est le Congo à travers son industrie minière. Le deuxième producteur mondial du cobalt, c'est encore le Congo à travers son artisanat minier. Donc c'est un secteur qu'il faudrait regarder. Là, c'est déjà fantastique, c'est déjà une bonne chose. Mais justement, donc ça dit, il faut vraiment que les gens réfléchissent réellement pour capitaliser ce potentiel que nous avons. Donc, ça, ce sont des opportunités qui se présentent, mais qu'il faudra capitaliser. Donc il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut capitaliser pour que l'État ait beaucoup plus de moyens pour continuer à améliorer davantage les climats des affaires. Les climats des affaires, ce n'est pas seulement les taxes et tout ça. Les climats des affaires, c'est aussi les routes, les voies d'accès. Les facilités. Voilà, les voies d'accès, les voies de sortie. C'est-à-dire comment je quitte mon lieu de production vers le lieu de consommation, en interne ou à l'international. Donc ça aussi, ce sont des mécanismes que l'État a suffisamment besoin de moyens. Alors, pour cela, il faut miser dans les secteurs porteurs, dans le secteur de l'artisanat, pas le secteur minier, j'ai dit les secteurs de l'artisanat minier et les secteurs de l'agriculture. Là-bas, on peut rapidement créer des riches Congolais qui vont créer suffisamment de richesses dans ces secteurs, qui vont permettre à ce que les autres secteurs puissent être élevés. C'est vrai, dans ces secteurs-là, entre-temps, il y a des défis, il y a aussi des opportunités. Mais quels sont les dénominateurs communs en termes de défis et d'opportunités en entrepreneuriat? Le dénominateur commun de tout ça... Parce que vous êtes avec les jeunes entrepreneurs. C'est le crédit. Parce que vous vous rencontrez, vous dites des choses. Évidemment, le dénominateur commun, c'est le crédit. Nous devons avoir le crédit pour développer les entreprises congolaises. Qui dit crédit, entre guillemets, nous parlons du financement. C'est le crédit. Le crédit, ce n'est pas la dette. Le crédit, c'est un instrument qui permet aux entreprises de pouvoir se développer à travers de plans, de business plan qu'ils établissent et avec, évidemment, et le modèle, le business model. Il y a aujourd'hui le fonds de garantie d'entrepreneuriat congolais qu'il faudra encore améliorer. C'est dans ses débuts, il faudra améliorer ses services. Il y a l'ANADEC qui s'occupe de l'entrepreneuriat, évidemment il y a le ministère de PME qui encadre un peu le secteur, il y a l'UFPI qui est le fonds de promotion de l'industrie. Donc toutes ces structures ne doivent pas travailler, il y a l'ANAPEX même au niveau du commerce extérieur. Il y a l'APEX avec l'agence pour les exportations. Oui, nationale pour la promotion des exportations. Voilà. Donc il y a toutes ces structures qui doivent travailler en synergie afin de pouvoir réfléchir sur sur le modèle plutôt à mettre en place afin de pouvoir élever les entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, nous voyons les expatriés qui ont tendance à rafler tous les secteurs économiques, nous le disons, dans les secteurs de l'aviation, de la construction. Pourquoi? Parce que eux, ils ont mis en place un mécanisme qui leur permet d'avoir accès au crédit à partir de leur pays d'origine. Quand ils viennent injecter cet argent dans notre économie, ils vont récupérer nos épargnes pour continuer à financer leurs activités. Nous, qui faisons de petites épargnes, nous n'avons pas beaucoup de capacité de pouvoir lever de crédits importants pour développer nos entreprises. Donc il y a tout ça, tous ces systèmes-là qui doivent être bien pensés. C'est un circuit. Ça doit être bien pensé pour que l'on puisse réellement ressortir ou faire émerger de vraies entreprises congolaises dans tous les secteurs de la vie nationale, pour que nous puissions aujourd'hui avoir des Congolais qui ont leur propre banque, qui ont leur propre société d'aviation, qui ont leur propre société de logistique. Pourquoi pas de logistique multimodale, comme aujourd'hui nous avons Bolloré, etc. Pourquoi pas avoir des Congolais qui ont de grandes sociétés en construction, pour rafler aussi des grands marchés. Aujourd'hui, je vous assure, madame, regardez les entreprises de construction qui font les routes ou les travaux publics.
derrière ces entreprises, en tout cas à plus de 80%, il y a des grandes entreprises étrangères, il y a des Chinois qui sont derrière parce qu'ils ont de l'équipement, ils ont le savoir-faire. Ça fait que nos frères congolais qui ont aussi de l'expertise, mais ils sont limités par rapport au financement, ils n'ont pas d'équipement. Que le gouvernement, à travers ou sinon les institutions du pays, le Parlement, le gouvernement puissent réfléchir ensemble sur la manière de pouvoir financer. On a vu ça au Nigeria. Aujourd'hui, nous avons beaucoup... Comment ils ont créé des riches Nigériens? Comment ils ont créé beaucoup de riches Nigériens? À un certain moment, le président de la République, l'ancien président Olusegun Obasanjo, si je ne m'abuse, il a ramené des entrepreneurs qui émergeaient déjà dans son pays et il a dit tout le grand marché public sera donné aux Nigérians. Ça peut faire partie. C'est une facilité, voilà. Qui a fait booster aujourd'hui, nous avons le contrat chinois. Le contrat chinois, le gouvernement a réussi à travers l'inspection générale des finances, la présidence de la République et le gouvernement congolais à pouvoir récupérer 7 milliards de dollars du contrat chinois qui sera échelonné sur 6 ans, je crois, 6 ou 7 ans. Alors, imaginez-vous, en une année, le gouvernement congolais devra investir 500, 600 millions de dollars dans les infrastructures. Et le gouvernement décide que nous allons prendre 20 entreprises congolaises qui sont viables dans le domaine de la construction, à qui on va donner ce marché. Si eux, ils vont sous-traiter le chinois, tant mieux. Mais seulement nous donnons un prix préférentiel qui permette à ce que ce Congolais puisse faire beaucoup de bénéfices et après, ils auront le moyen. À la fin du cycle, à la fin du projet, un projet qui a coûté pas de 100 millions ou 200 millions, l'entrepreneur congolais peut engranger 10-20 millions de dollars. Ça va lui permettre, lui, à son tour, de pouvoir acheter du matériel et que prochainement, quand il y a encore un projet comme ça, parce que le contrat chinois, je crois, c'est 675 millions par an qu'on va commencer à injecter. Comme ça, l'année prochaine, au lieu de sous-traiter 100% auprès des Chinois, il va sous-traiter 50% parce qu'il aura une partie du matériel. Il gagne des dividendes. Voilà. Il aura encore de l'argent. Au bout de 5 ans, cette entreprise congolaise peut devenir autonome. Et on n'aura plus besoin d'avoir appel à ces gens-là. Même si ce n'est pas interdit, parce qu'il y a des appels d'offres internationaux, ou internationaux aussi qui existent, où les entreprises étrangères peuvent venir par rapport à une certaine expertise. Mais au moins, nous pourrons élever des entreprises congolaises qui pourront être de vrais champions dans ces secteurs-là d'activité. De vrais leaders. De vrais leaders dans ces secteurs-là. De vrais leaders dans ces secteurs. Et c'est ce que le Nigeria a fait en son temps. Aujourd'hui, nous voyons le résultat. Mais c'est possible. Qu'est-ce qui bloque? Lorsqu'on observe ces sujets élevés, je pense qu'on ne va pas finir, c'est les seconds numéros. On va vraiment peut-être interviewer le Forger, voir aussi le FPI, le fonds minier, comment ils avancent dans ces secteurs. Mais nous voulons comprendre, qu'est-ce qui bloque jusqu'aujourd'hui l'entrepreneur congolais? Il y a aussi un problème, c'est d'abord, il y a beaucoup de principes. Déjà, comme j'ai dit au départ, qui dit entrepreneur, dit entreprise. Donc pour créer une entreprise, il faut avoir quand même la notion de l'entreprise. Il faut avoir tout le compartiment de l'entreprise. Donc vous devez maîtriser le finance, vous devez maîtriser la comptabilité, vous devez maîtriser la gestion des ressources humaines. Mais en fait, nous avons eu un peu du temps d'interviewer quelques personnes. Ils disent que le Congolais n'arrive pas à travailler ensemble. Mais oui, mais c'est aussi une question de compétence. Une concept comme ils disent qu'on veut commencer à 4, 6, après un certain temps, chacun se dit, ah non, je veux plus continuer avec lui, parce que lui, il gagne beaucoup. Ouais, c'est peut-être presque un cas, j'ai dit bien, c'est peut-être un cas général, mais il y a aussi des exceptions. Il y a des Congolais qui évoluent très bien ensemble. En coopération. En coopération et qui évoluent aussi bien, ça existe. Sans inquiétude. Ça existe. Ça existe. Et cela n'arrive que si les gens comprennent ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et puis qu'il y a de compétences. En fait, c'est aussi une synergie de compétences avant l'argent. C'est une synergie de compétences. Donc les gens savent ce qu'ils font. Et quand les gens savent ce qu'ils font, en tout cas, c'est très difficile qu'ils puissent... C'est parce qu'ils savent que c'est l'apport de l'un et l'apport de l'autre. Ils comprennent le principe de la synergie. C'est-à-dire ils sont partenaires. Oui, ils savent. Ils vont partager le bénéfice, le risque. Évidemment, les risques ensemble, le bénéfice ensemble. Il y a des Congolais qui évoluent aussi ensemble. Il ne faut pas seulement dire que c'est les Congolais. Non, non. Il y a plein de Congolais qui évoluent. Vous avez déjà essayé cela, travailler ensemble? Vous êtes toujours dans solo, vous êtes seul? Non, non, je ne suis pas seul. Je travaille aussi ensemble. Comment ça marche? J'ai d'ailleurs beaucoup de partenariats qui sont... C'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas marché, mais il y a d'autres qui marchent aussi. Donc je ne peux pas dire que je ne peux pas m'accrocher seulement à ce qui n'a pas marché. Il y a d'autres qui marchent et ça marche bien et on évolue.
On évolue, on essaye de consolider ce qui est déjà fait et maintenant nous pensons sur les extensions et les développements de nos activités. Évidemment, nous sommes en train davantage de nous crédibiliser. Parce que si vous n'êtes pas crédible, vous n'aurez pas le crédit. Vous n'allez pas développer votre société. Ah ben oui. Dans soi, il faut d'abord être, crédible. Voilà. Maman, vous ne voulez pas demander le crédit si vous ne l'êtes pas vous-même. Les structures de crédit ne mettent leur argent que là où il y a du sérieux qu'ils peuvent récupérer. Ne vous en faites. Même si on crée aujourd'hui financement ici, financement par là, il y a beaucoup de projets. Avec la Banque mondiale, on a donné de l'argent aux entrepreneurs congolais. Il y a de ceux qui ont reçu 100 000, d'autres 500 000, d'autres 50 000. Aujourd'hui, 3 ans après, où est-ce qu'ils sont? Il faut aller voir ces entreprises. Presque pas. Pour la plupart, dès qu'il a reçu 50 000, dès qu'il a reçu 100 000, c'est un voyage à Dubaï, c'est un véhicule qu'il a acheté, et puis après, bon, il oublie le projet. Il y a d'autres qui sont allés, non, j'achète d'abord mon terrain. Je garde d'abord mon terrain quelque part, alors qu'il oublie que c'est un crédit qu'on lui a donné pour développer son idée, développer son projet, et faire grandir et faire croître son entreprise. Donc c'est d'abord ça. Les entrepreneurs doivent d'abord comprendre que je suis entrepreneur parce que je veux proposer un produit ou un service qui sera payé par un consommateur ou un client. C'est d'abord ça. Donc si je sais que mon produit doit être consommé par vous, madame, donc je dois tout faire pour toujours rendre disponible ce produit de qualité qui te poussera demain à revenir encore en chercher chez moi. C'est tout. Nous sommes presque à la fin de ce numéro, c'est vrai, mais on ne peut pas passer sans pour autant demander votre expérience. Comment avez-vous commencé cette idée d'entrepreneuriat? Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Et comment êtes-vous arrivé à ce niveau? Surtout, nous connaissons tous le problème lié au financement. Parle-nous-en. Bon. En quelques lignes, on aimerait comprendre. C'est vrai que c'est toujours très difficile. Ça va aider beaucoup de gens qui nous suivent de partout. Mais il y a plein d'anecdotes. Donc, je crois que notre émission a un temps très limité. Nous ne saurons pas parler de tout. Mais seulement, le constat est parti du fait que, moi personnellement, je parle de moi, au départ, je me suis dit, je dois créer la richesse. Moi, je parle de mon expérience personnelle. C'est un désir ou une passion ou un objectif? Bon, et ça commence. Comment ça commence? Déjà que bon, nous n'avons pas été, comme on dit, nous ne sommes pas nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Donc c'est déjà, nous sommes sortis de familles très modestes. Alors la première idée donc, ce qui nous vient à l'esprit, nous devons aussi faire un effort d'être mieux dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons étudier. Mais quand on étudie, on comprend que parallèlement, il y a le monde professionnel. Dans le monde professionnel, nous avons ceux qui créent les entreprises et ceux qui travaillent pour les entreprises qui ont été créées. Que ce soit pour le privé, que ce soit pour l'entreprise publique. Alors, je regarde, bon, comment est-ce que moi je dois me comporter comme celui qui travaille pour ceux qui ont créé les entreprises? Je regarde les revenus. Est-ce que moi, je mérite cet argent-là? J'ai dit non, moi je ne mérite pas cet argent. Alors, je dois créer moi-même l'entreprise pour que je puisse gagner plus. Donc l'idée c'était de gagner plus. Mais oui, ouais. À la base, je voulais créer la richesse. Voilà. Créer la richesse, et quand je crée la richesse, naturellement, je dois gagner plus parce que c'est moi qui crée cette richesse-là. Alors, on est parti de là. Et on a fait beaucoup de tentatives, on a parcouru beaucoup de secteurs. On a commencé dans l'informel. Par exemple, je donne un exemple, je suis allé à Vanga, dans la province de Kwilu, pour aller acheter l'huile de palme, pour revenir vendre ici à Kinshasa. Vous comprenez un peu, donc il fallait acheter des bidons de 25 litres ici à Kinshasa, il fallait ramener là-bas, et tu rachètes la marchandise là-bas moins cher, tu reviens à Kinshasa, tu mets une marge, et tu calcules toutes tes dépenses, et puis voilà. J'ai vendu la braise, par exemple, j'ai fait... ça c'est les débuts. Ça c'est le début. J'ai travaillé dans le baleinière. On a fait fabriquer une baleinière sur le fleuve Congo qui devait aller prendre des histoires sur le fleuve Congo vers... on devait tenter partout là. Et on a vendu, j'ai fait des cabines téléphoniques. Ouais, j'ai fait les échanges de monnaie. Donc il y a tout ça. Donc on a essayé de faire tout ça. Mais à un certain moment, on s'est dit non, on ne peut pas continuer à travailler dans l'informel. Nous devons formaliser l'entreprise. Et nous avons commencé par créer notre première entreprise qui était un établissement. Et on a commencé d'abord dans le secteur, j'ai évolué beaucoup dans le secteur de l'événementiel, aussi de la communication des entreprises. Et après, je me suis dit, bon voilà, il faut maintenant s'associer. Il faut s'associer. Quand on s'est associé, on a mis en place une société de construction. Et après,
il fallait encore continuer à s'associer. On est allé dans le secteur de mine, dans l'artisanat minier. Il fallait encore s'associer. Nous sommes allés dans le secteur de l'énergie. Il fallait encore s'associer. Maintenant, nous sommes aussi en train de lorgner les secteurs agricoles. Donc, c'est comme ça. Et petit à petit, on est maintenant dans tous ces secteurs-là, on est. Aujourd'hui, on est vraiment fonctionnel, on est opérationnel dans ce secteur-là, donc que j'ai cité, construction, énergie, le secteur de l'artisanat minier. Nous sommes opérationnels et nous essayons de comprendre ou de naviguer à travers toutes ces péripéties, mais nous essayons d'avancer. Nous résistons parce que, rappelez-vous, dans une des émissions où nous avons fait passer ensemble, nous avons dit qu'il faudra de la patience, mais également de la persévérance pour voir le fruit. C'est pas toujours facile. Nous travaillons à nous crédibiliser pour que demain, nous puissions accéder au crédit qui existe. Je rappelle, ne dites pas que les crédits n'existent pas. Les crédits existent dans nos banques ici. Les crédits existent parce que il faut être crédible. Il faut être crédible. Les banques sont faites pour vendre le crédit, pour vous donner le crédit. Donc nous, on est en train de travailler pour devenir crédible et bénéficier de ces financements, de ces structures de crédit. Comme ça va permettre à nos entreprises de pouvoir commencer à évoluer et que nous devenions demain de majors. D'après vous, pourquoi les jeunes échouent dans ces secteurs ou dans le domaine entrepreneurial? Bon, c'est vrai que les expériences sont partagées. Dans la plupart des cas, les jeunes échouent parce qu'ils abandonnent. Bref, les jeunes échouent parce qu'ils abandonnent. C'est l'abandon. C'est l'abandon. C'est tout. Et pourquoi vous n'avez pas abandonné? C'est parce qu'on a compris qu'il fallait être persévérant. Il y a des jeunes qui sont patients, mais après ils abandonnent. Mais la persévérance arrive quand on n'abandonne pas. C'est-à-dire quand toutes les connaissances sont réunies pour que vous abandonniez, vous dites que vous continuez. Voilà, c'est ce qui a permis que nous puissions continuer. Et nous espérons évidemment le courage qui va avec aussi. Et nous sommes dit que demain, nous travaillons maintenant à nous crédibiliser davantage et que nous puissions accéder à de gros capitaux qui permettront à nos entreprises d'atteindre des niveaux encore plus élevés. L'entrepreneuriat, c'est une belle initiative pour laquelle l'État congolais doit vraiment appuyer dans le sens que, au regard de notre pays, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Qui dit l'entreprise, ce sont ceux qui amènent des sociétés au pays. Et entreprendre dans le sens du Congolais qui peut avoir quelque chose et commencer à monter un projet qui lui procure en quelque sorte et qui peut aussi permettre son épanouissement d'abord soi-même et aussi en faisant aussi appel aux autres. Donc on peut voir ceux qui évoluent par exemple dans les domaines de mobilier. C'est aussi un aspect d'entrepreneuriat, ceux qui créent des hôtels, ces aspects comme ça. Ce sont des aspects pour lesquels l'État doit accompagner. Accompagner, c'est que quand un Congolais commence quelque chose et le motiver à évoluer. C'est-à-dire vous laissez quand même un temps pour que celui qui met de son énergie, de son moyen, ait quand même le temps de récolter quand même tant soit peu dans le peu qu'il a investi. Et c'est de cette façon que moi j'aimerais entendre l'État accompagner les Congolais dans le domaine d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu comme une mode, c'est-à-dire le fait de créer soi-même l'emploi, de ne pas avoir de boss, mais de créer l'emploi, de créer une activité qui soit rentable. Donc l'entrepreneuriat aujourd'hui au Congo est devenu un peu comme une mode dans le sens où beaucoup de jeunes se mettent vraiment à travailler à leur propre compte, se faire de l'argent seul, mais et aussi par ricochet créer l'emploi. En gros c'est ça, ne pas avoir à avoir un patron, un chef, mais de faire son propre argent, quel que soit le secteur d'activité. Aujourd'hui, il y a le secteur agricole, aujourd'hui, il y a des jeunes qui se mettent dans l'agriculture, il y a les jeunes qui se mettent dans les médias, donc le business en ligne et tout ça. Donc c'est vraiment une manière de se faire de l'argent, de se faire du profit. Nous sommes à la fin de ce numéro, nous pouvons partir sans pour autant poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut
en dehors de capitaux étrangers pour que l'entrepreneur congolais bénéficie du financement local. Qu'est-ce qu'il faut selon vous? Ce qu'il faut, déjà, nous devons quitter l'informel pour entrer dans le formel. Il y a aujourd'hui, quand je dis que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts, il y a le guichet unique de création d'entreprise qui existe. Donc allez, obtenez votre entreprise en bonne et due forme, commencez à travailler dessus, avec le peu que vous pouvez avoir au départ. Travaillez, mettez du sérieux dans le service ou le produit que vous vendez. Ça va intéresser le client parce que si un service qui est bien rendu va vous ouvrir encore beaucoup d'autres portes qui permettra à ce que les gens puissent davantage vous chercher. Ou si votre produit est bon, demain les gens vont venir pour en acheter encore. Et si vous structurez bien, vous mettez du sérieux dans la structuration de votre entreprise, demain vous allez devenir crédible, vous accéderez au crédit, aux grands capitaux, au grand financement qui existent, je rappelle. Je vous dis bien, ces financements existent. Ces financements mais il faut être crédible. Soyez crédible. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, il faut avoir la patience. Parce que ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Il faut du temps. Vous devez apprendre à vous améliorer avec le temps. Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, je l'ai dit en quelques secondes ou en quelques minutes. Le parcours que j'ai eu à faire, mais je peux vous assurer que ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce schéma. 15 ans. Ça fait plus de 15 ans. Je suis on est encore en train de s'y chercher, mais aujourd'hui, on sent que petit à petit, nous sommes en train de un peu le fruit. Voilà, nous sommes en train de nous crédibiliser pour que demain, nous devenions encore beaucoup plus grands. C'est possible. Les Congolais vous suivent. Je ne dis pas seulement les jeunes Congolais, mais tout Congolais qui a ses désirs d'investir ou d'entreprendre vous suit. Qu'est-ce que vous leur direz? Ce que je leur dirais... formalisez-vous, mettez du sérieux dans ce que vous faites, n'abandonnez jamais. Formalisez-vous, c'est-à-dire quittez le formel pour le formel. C'est ce qui est important parce que ça ne vaut pas la peine de rester dans l'informel. Ça ne vaut pas la peine parce que c'est vrai, vous vous dites mais c'est compliqué avec l'État congolais, mais vous venez d'apprendre, d'écouter au travers de cette émission qu'il y a de facilités pour les jeunes entrepreneurs congolais. Il faut juste vous formaliser, vous mettez du sérieux et puis vous patientez. Ce sont là les 3 grands mots pour entreprendre au Congo. C'est vrai, le financement, c'est un grand problème, nous l'avons dit tantôt. L'épargne congolais étant faible, l'épargne intérieure étant faible, rend très difficile le financement de certains projets. Mais ça ne dit pas que le financement n'existe pas. Ça existe, mais il faudrait être crédible, avoir un plan d'affaires accepté, et valable, viable, n'est-ce pas, par les différents partenaires locaux, je le dis encore, ou étrangers, pour bénéficier de ces crédits. Voilà pourquoi il faut mettre du sérieux et se crédibiliser soi-même. Il faudrait y travailler. Vous voyez l'exemple d'un jeune entrepreneur, M. Joël Cagnon, il a fait 15 ans. Plus de 15 ans. Pour atteindre ce niveau. C'est vrai, il n'est pas encore arrivé là où il estime arriver, mais au moins il y a beaucoup de chemin à parcourir, mais nous estimons que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, c'est là l'entrepreneuriat ou les difficultés que rencontrent les jeunes entrepreneurs congolais. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Restez branchés sur la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très vite.